Bonsoir, je m'appelle Alain Poilvez. J'ai exercé la profession de psychothérapeute et de psychologue spécialisé dans le sport et la performance. J'ai vécu à peu près une vingtaine d'années aux États-Unis, j'ai fait des études. En revenant en France, je me suis installé à Carquefou, place Le Corbeil, où j'ai travaillé en libéral pendant environ 16 ans. Voilà, vous savez tout, je suis pas parti. Ce soir, le thème, ce sont les émotions. Les émotions, l'intelligence artificielle, la modernité. Il est vrai qu'aujourd'hui, les algorithmes, l'infotech, la biotech, la robotisation sont des éléments qui définissent le contour du périmètre sociétal et social. Et doit-on en avoir peur? Faut-il aller vers l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut travailler en bonne intelligence avec l'artificiel? C'est des petites questions auxquelles je vais essayer de répondre. Comment gérer la pression? Comment ne pas céder au doute? Comment ne pas céder également à la peur de l'échec? Voilà un peu, comme Thierry vous a dit, on va faire ça donc en 3 parties. Je vais attaquer donc la première partie sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas une science à proprement parler. Ce n'est pas un phénomène homogène. L'intelligence artificielle est un amalgame syncrétique de données empruntées aux maths, empruntées à l'informatique et aussi aux sciences cognitives, ce qui va nous intéresser ce soir. Si les algorithmes aujourd'hui ont la capacité de gérer le pilotage d'un drone, d'un avion, d'un sous-marin, voire même de repérer les symptômes de certaines maladies comme le cancer du pancréas, elles sont également capables de maîtriser tout le réapprovisionnement des grandes surfaces sans employés et sans caisse enregistreuse. Cependant, cette intelligence artificielle a des limites. C'est-à-dire qu'elle est dépourvue d'émotion, dépourvue de jugement. Elle est également dépourvue de conscience, ce qui nous représente nous en fait. Donc c'est bien l'homme qui a inventé l'artificiel et non l'inverse. Dans la gestion de l'artificiel, il y a des craintes que cette société est en droit d'avoir. C'est-à-dire que si on laisse l'artificiel progresser sans qu'on en prenne garde, il y a un premier facteur, c'est qu'on va petit à petit, au cours des années, remarquer qu'on va se dissocier de notre propre réalité. On ne sera plus nous-mêmes en fait. Et la deuxième chose, c'est qu'on risque de cautionner ce que notre société est peut-être en droit de craindre, c'est-à-dire de passer de l'esclavage, c'est-à-dire de l'utilisation de l'homme par l'homme, à simplement la dictature de l'artificiel, qui en fait va produire une réduction totale de l'être humain à une entité inutile. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la présentation. Alors, pour qu'on comprenne mieux comment les émotions fonctionnent, il va falloir qu'on passe un petit peu par le schéma anatomique de notre cerveau et son fonctionnement, de façon à ce que vous compreniez d'abord d'où elles naissent, ces émotions, comment elles fonctionnent, comment on peut mieux les comprendre, mieux les maîtriser. Et pour ça, le modèle cognitif. Notre cerveau est pourvu de 100 milliards de neurones. Ces neurones, on les appelle les neurones encéphaliques, c'est notre premier cerveau. Ces 100 milliards de neurones sont connectés à 200 millions d'autres neurones, les neurones entériques, qui eux tapissent nos intestins, un peu comme un barésil que les femmes portent. Ces neurones entériques sont en communication permanente avec donc les neurones encéphaliques. Et chaque neurone est pourvu d'un noyau
d'un axone et de dendrites, comme vous pouvez voir sur l'image. Okay. Au bout de ces dendrites, ce qu'on a, ce sont des prises de courant. Les prises de courant sont des synapses. Okay. Contrairement aux prises de courant que nous on utilise, il n'y a pas de connexion entre les synapses. Ce sont des neuromédiateurs qui emmènent les informations d'une synapse à l'autre. Okay. Il n'y a pas de contact. Les neuromédiateurs les plus importants sont le glutamate, l'acétylcholine, la dopamine, la sérotonine. Je vous donne un exemple. Lorsque, par exemple, vous piquez un peu du nez, vous n'avez plus trop le moral, vous avez du mal à vous concentrer, que vous dormez mal, l'appétit est en train de varier, c'est la déprime. Donc il y a une lacune en sérotonine, et ce que fait le Toubib, il vous donne un sérotoninergique, c'est-à-dire un antidépresseur, et quelques semaines plus tard, le problème est résolu, les contacts se refont normalement. Ok. Voilà pour les synapses. Chaque neurone a des capacités synaptiques de entre 500 et 20 000. Alors j'ai fait le calcul, pour vous ça représente quand même 300 000 milliards de connexions possibles simultanées en une seconde. Quand les ingénieurs qui travaillent au niveau mondial sur le net disent qu'à 4 milliards de connexions simultanées le système sature, on peut voir quand même que notre cerveau est un modèle de communication unique et singulier. Ce modèle de communication évolue également en symbiose avec plusieurs milliards, je dirais, de cellules qui appartiennent à notre microbiotique, qui forment un écosystème plutôt harmonieux pour notre corps. Ok? All right. Notre cerveau est divisé en 3 parties. Ici, vous avez le cervelet, le tronc cérébral. Ensuite, vous avez le système limbique qui est le cerveau émotionnel. Et au-dessus, vous avez le néocortex qui englobe toute l'informatique intellectuelle, tous les réseaux sensoriels, etc. Ce que je vais vous expliquer. Le cervelet, alors je vais aller assez vite. Je vous signale qu'il y aura une interro à la fin. Là. Ouais, je vois qu'il y en a qui prennent des notes. Ok. Donc, le cervelet est spécialisé dans les cognitions, il est spécialisé dans l'apprentissage et l'action. Le tronc cérébral, en particulier le rhombocéphale et le mésencéphale. Rhombocéphale, c'est plutôt tout ce qui gère notre physiologie, les rythmes cardiaques, respiratoires, le taux de sucre dans le sang. Le mésencéphale, ce sont simplement les réflexes, qu'ils soient visuels, qu'ils soient kinesthésiques. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le cerveau, excusez-moi. Ça, c'est le cerveau reptilien. C'est le premier. Ensuite, le système limbique. Le système limbique. Le système limbique. Le système... Ah, voilà. Le cerveau émotionnel. Vous avez les émotions là, ok, alors, comme vous pouvez le voir, l'hypothalamus est le chef d'orchestre du cerveau. Il n'y a rien que vous fassiez ou que vous viviez qui ne soit connecté à celui-ci. Ensuite, il y a l'amygdale cérébrale, l'hippocampe, le gyrus singulaire. Il en manque, hein, j'ai essayé de faire simple là. Mais lorsque ces éléments communiquent entre eux, on va avoir devant nous une réponse psychophysiologique très complexe qui est l'émotion. Ensuite, voilà. Au-dessus, nous avons donc le néocortex qui est composé de lobes, des petites régions en fait qui communiquent entre elles. Donc le lobe frontal est spécialisé, c'est le centre du rationnel, du pragmatique, de la pensée, c'est le centre aussi du début des émotions et de la volition, de la volonté. Ensuite, le pariétal, ici, lui est spécialisé dans l'orientation spatiale et dans le langage. Et surtout, c'est le centre de l'attention, comme vous êtes en train de faire tout de suite. Ensuite, on a l'occipital qui, lui, traite les informations visuelles et surtout les couleurs et les nuances. Ça, on l'a vu, hein, le cervelet. Le lobe temporal traite les informations auditives, mais il est aussi connecté par l'hippocampe à la mémoire à court terme et également au cerveau émotionnel qu'on vient de voir par l'amygdale cérébrale. Donc, lorsque vous entendez une musique à l'heure actuelle
qui vous rappelle des souvenirs d'il y a quelques années, que ça vous fait chaud au cœur, c'est ce canal qui est activé. Lorsque votre conjoint vous glisse des mots d'amour à l'oreille, comment ça, vous n'entendez plus rien? C'est que le canal est bouché. Ok? Donc, voilà pour notre cerveau. Alors effectivement, il y a aussi deux hémisphères, cerveau droit, cerveau gauche, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Les émotions. Alors, je pense donc ça c'est Gomez Pereira qui, dans les années 1750, a prononcé cette phrase, ça a été repris par Descartes d'ailleurs. Hein. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire je suis ce que je pense, c'est-à-dire qu'un mot devient une phrase, la phrase devient un acte, l'acte devient un comportement, le comportement devient une habitude, l'habitude devient une valeur, et la valeur devient un trait de personnalité qui, quelque part, va influencer tout notre parcours de vie. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une expérience tous ensemble, si vous êtes d'accord. Donc, quand je vais vous le dire, vous pourrez fermer les yeux et je vais vous proposer 3 petits tableaux. Dans ces tableaux, je vais vous demander de repérer ce que vous ressentez et ensuite ce qui va vous passer par la tête, ce qui va vous venir à l'esprit, les pensées. Ça va? On est OK? Donc, vous pouvez fermer les yeux. Premier tableau. Nous sommes le matin, il est très de bonne heure, il est pas loin de 8 heures, vous êtes sur le bord du trottoir, sous votre parapluie, il pleut à torrent. Okay, et vous attendez votre bus qui, lui, va vous emmener au travail. Au moment où vous vous penchez pour voir si votre bus arrive, une voiture passe et vous éclabousse des pieds à la tête. Okay, vous êtes trempé. Et la voiture continue son chemin. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle émotion? Ok. Alors gardez ça en tête. Yes, j'ai entendu. Mais je ne vais pas le répéter. Deuxième tableau, les yeux toujours fermés, donc vous êtes toujours sur ce bord de trottoir, toujours sur votre parapluie, il pleut toujours à torrent. Vous vous penchez, la voiture passe, vous éclabousse des pieds à la tête, vous êtes toujours trempé, mais la voiture s'arrête, la vitre se baisse, et la jeune femme qui conduit se confond en excuses, vous indiquant qu'avec les phares des autres voitures et les trompes d'eau qui tombent sur le pare-brise, elle ne vous a vu qu'au dernier moment, elle a pu éviter la flaque, elle n'a pas pu. Qu'est-ce que vous ressentez? Et qu'est-ce que vous vous dites? Quelles sont vos pensées? Troisième tableau, même situation, il pleut d'ailleurs toujours plus fort. Le bus est toujours en retard, vous êtes toujours sous le parapluie, vous vous penchez. Le bus n'est toujours pas là. La voiture passe, vous éclabousse complètement. Elle s'arrête également, la vitre se baisse. Et là, le monsieur, lui, qui est au volant, se confond également en excuses et vous exprime que lui, vous avez vu, mais qu'il n'a pas pu éviter la flaque d'eau, sinon il aurait renversé la petite fille qui, elle, traversait sous sa capuche sans regarder. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les pensées qui vous viennent? Ok, vous pouvez réouvrir les yeux. Vous pouvez aller vous changer. Okay. Alors, est-ce qu'il y en a pour lesquels l'émotion a fluctué, a été différente? Levez la main, je vois un peu là. Alright. Donc j'ai bien préparé mon truc. Ok. Est-ce que les pensées ont fluctué aussi? Est-ce qu'elles ont été différentes d'un tableau à l'autre? Oui. Ouais. Donc, j'en reviens à ça. Nous avions donc la situation, ensuite la perception de la situation, l'émotion qui est venue derrière. Derrière l'émotion, alors, c'était pas le cas ici parce que vous n'étiez pas véritablement sur le trottoir, mais il y a un comportement et le soma, c'est-à-dire le corps, dans certaines situations, lui va convertir l'information émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez somatiser. Ça peut être des céphalées, des maux de tête, ça peut être mal à l'estomac, mal aux intestins, des maux de dos, des tendinites, des crises d'angoisse. Ce type de somatisation. Donc, si vous faites attention par rapport à la situation, c'est pas la situation qui provoque l'émotion, c'est la perception de la situation.
Et la perception, elle s'organise. Oh, mais c'est cool, hein. En deux axes. Il y a d'abord notre réseau de mémoire, et l'autre axe, je vais vous en parler également. L'autre axe, ce sont les cognitions, c'est-à-dire la manière dont notre pensée s'organise. Dans les réseaux de mémoire, donc j'ai fait ça sous forme d'avion, là. Donc vous avez le cockpit et la cabine. Dans le cockpit, alors, donc dans le cockpit, à travers les vitres, on a une perception des stimuli auditifs, des stimuli visuels, des stimuli kinesthésiques, qui convergent vers un centre de traitement de l'info. Ensuite, ces informations convergent vers un SAS, et dans ce SAS, va les distribuer, ces informations, au réseau de mémoire approprié. Alors on a la mémoire à long terme. La mémoire à long terme a une capacité d'intégration d'informations infinie. C'est aussi bien dans le temps qu'en quantité. Donc en fait, votre mémoire à long terme contient toute votre histoire de vie. Ensuite, la mémoire explicite, c'est une mémoire déclarative qui vous permet de mettre en mots ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'il y a ? Mémoire sémantique, c'est une mémoire sociale. C'est une mémoire qui s'intéresse à l'histoire du monde, qui s'intéresse également à l'éthique sociale, au code, tout ce qui est codé. Okay. Le code de la route. Ensuite, la mémoire épisodique, c'est une mémoire qui traite les détails. Peu importe la nature du détail, c'est cette mémoire-là qui intervient. Mémoire autobiographique, c'est votre histoire de vie dans tous les petits détails, l'école où vous avez été, où vous avez passé votre permis de conduire, etc. etc. Mémoire procédurale, yes. C'est la mémoire d'apprentissage. Lorsque vous apprenez à jouer au golf ou au tennis, peu importe, okay, cette mémoire va devoir passer par plusieurs types d'informations, les rabâcher, les répéter pour fixer l'information. Que ce soit comme la petite fille ici devant une équation ou que ce soit sur un geste que vous devez apprendre, c'est cette mémoire qui intervient. Ensuite, la mémoire à court terme. La mémoire à court terme est une mémoire qui est capable de contenir plusieurs informations en même temps entre 16 et 18 secondes. Ensuite, dans toutes ces informations, une sélection est faite. Et certaines informations seront conduites vers la mémoire à long terme et d'autres seront complètement passées à la corbeille. Donc, si vous demandez à votre fils de ne pas oublier de sortir la poubelle, or qu'il est connecté devant son écran et qui vient juste de découvrir comment passer du niveau 3 au niveau 4 dans le SpaceX numéro 4, il y a de grandes chances que la poubelle reste à sa place. Voilà pour la mémoire à court terme. Alors, il y a une mémoire... Oups, je ne vais pas revenir en arrière. La mémoire implicite, en fait, cette mémoire est une mémoire qui, elle, contrairement à toutes les autres qu'on vient de voir, ne fait pas intervenir la conscience. Donc on enregistre toutes les informations, y compris les informations que vous vivez mal. Tout ce qui peut être choc, accident, trauma, agression. Et en fait, lorsque vous êtes confronté à des déclencheurs de près ou de loin, cette mémoire va raviver tout ce qu'elle contient. Et dans tous les détails, aussi bien les images que les sensations kinesthésiques, que les pensées, etc. La seule manière de vous sortir de ce problème, c'est par le MDR. Il n'y en a pas d'autre. Ok ? Ensuite, ça c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est la manière dont votre pensée s'organise. La pensée s'organise en 3 différents plans. Les schémas cognitifs. Les schémas cognitifs sont des structures stables qu'il y a dans votre cerveau et qui sont incartées dans la mémoire à long terme. Ces schémas cognitifs ont dans leur fonctionnement tous les repères qui vous concernent en ce qui concerne votre éducation, l'éducation aussi bien parentale que scolaire, que intellectuelle, que professionnelle. Ces schémas cognitifs ont une action très puissante sur vos émotions, sur les comportements. Ensuite, il y a les processus cognitifs. Les processus cognitifs sont des opérations mentales que vous faites et quelque part qui nous permet de stocker des informations ou de s'adapter aux événements du monde extérieur. En 1982, Jack Block, un psycho-américain, a proposé 2 types
de processus. Le processus d'accommodation et d'assimilation. L'accommodation, c'est simple, on essaye d'adapter notre monde intérieur au monde extérieur. Donc ça veut dire que c'est l'ouverture d'esprit, c'est le besoin d'apprendre, de savoir, de remettre en cause nos croyances, etc. Donc en fait, on est au monde, dans le monde du monde. Okay, c'est la propension vers le bien-être. L'autre, le processus d'assimilation, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on essaye d'adapter le monde extérieur à notre monde intérieur. Donc là, c'est source de frustration, de souffrance la plupart du temps. Nous sommes repliés sur nous-mêmes. Okay. On vit sur la défense sans arrêt, ce qui renforce les schémas, bien évidemment. Ces processus sont souvent basés sur les croyances. Alors une croyance, c'est une affirmation rigide à laquelle on adhère sans la vérifier, même si elle n'est pas rationnelle, parce que la rationalité exige des preuves. Donc, que ce soit une croyance au niveau religieux, politique, social, philosophique, ces croyances émanent plus de notre intimité, de notre sensibilité, que de notre raison. Donc, c'est pas parce qu'on adhère à la véracité d'une info que nécessairement elle est vraie. Donc, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Il y a des erreurs dans les bouquins, il y a des erreurs dans les journaux. C'est pas parce qu'on le comprend que c'est vrai. Comprendre sans analyser, ça ne sert pas grand-chose. Et c'est pas parce qu'on nous le dit que c'est vrai. Si vous observez les promesses des discours de nos politiques, vous avez une petite idée de ce qui se passe. Ok. Voilà un peu pour les processus. Le processus, les croyances en particulier, agissent un peu comme une paire de lunettes, très opaques, et elles dévient la lumière de la réalité objective. C'est-à-dire que c'est l'ouverture, ni plus ni moins, aux névroses. Ma femme m'a quitté, donc je bois. Voilà. J'ouvre jamais ma porte aux étrangers parce qu'ils nous veulent du mal. C'est aussi la porte ouverte également à certaines pathologies. J'ai entendu Khéops fut construite par les extraterrestres. J'ai entendu également que les problèmes climatiques qu'on vit étaient dus aux éoliennes parce qu'elles perturbaient les vents. Voilà, c'est un peu ce type de croyances qui deviennent véritablement des pathologies. Il faut savoir, si vous devez retenir quelque chose, c'est simplement qu'une petite croyance négative peut être la ruine d'un grand projet. Okay. Ensuite, il y a les événements cognitifs, c'est la fin de cette scène. Hein. Les événements cognitifs, en fait, c'est le dessous de l'iceberg. C'est toutes les pensées qui tournent dans votre tête que vous ne communiquez pas, les images, c'est toutes ces petites choses, mais c'est aussi le langage du corps. La manière dont vous asseyez, la manière dont vous tenez les bras, vous mettez les mains sur la table, les mimiques de votre visage, que je peux voir. Hein. Tout ça constitue donc aussi une forme de langage. En fait, on est tous des livres ouverts qui n'attendent que d'être lus. Voilà donc pour la manière dont cette pensée s'organise. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça et comment on s'en sort? Parce que c'est quand même la clé. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? J'aimerais bien m'en sortir. On a vu ça, ouais, voilà. Alors, voilà une clé qui est essentielle. Si vous arrivez à fonctionner avec ça, vous avez besoin de personne. Vous pouvez vous sortir de pas mal de difficultés et en fait travailler sur vos pensées. Tout à l'heure, on a vu, vous vous rappelez, la situation, la perception, donc la pensée, derrière l'émotion, le comportement et le corps. Si vous réfléchissez à la séquence, j'ai dit que ce n'était pas la situation qui provoquait l'émotion, mais la manière dont notre pensée s'organise. Donc, avoir accès à nos pensées, c'est maîtriser nos émotions. Okay. Donc, voilà la clé. Vous avez donc la situation. Ok, par exemple, je vais prendre un exemple, comme ça va être mieux. Voilà. J'ai très souvent mal à la tête. Et est-ce que ça m'est arrivé dans le passé? Ouais, de temps à autre, ok. Donc, l'émotion type, en fait, ce mal de tête, ça me fout la trouille, quoi. Donc, je suis très anxieux, donc j'ai peur. Ok. Et l'échelle de valeur, donc, je vous en donne une, entre 0 et 8,
à combien l'émotion monte sur l'échelle. Alors je vais dire 6. Ok ? Et voilà la case la plus importante. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter à propos de la situation qui fait que l'émotion monte aussi haut sur l'échelle? Vous dites quoi au juste? Et ce que vous vous dites, vous allez y croire. Donc entre 0 et 8, si je prends la même échelle, vous y croyez à combien? Ok? Donc là, une fois que ça c'est fait, on va partir du principe que vous avez toujours raison. Et donc, comme vous avez toujours raison, vous allez nous donner les preuves de ce que vous affirmez ici. Alors, si je suis mon mal de tête, ok, donc j'ai peur de quoi ici? Eh bien, quelque part d'avoir une tumeur au cerveau, elle est naissante, voilà, je ne me sens pas forcément très très bien, et ça commence vraiment à tourner en ma tête. Et j'y crois fortement, hein, j'y crois à 6 sur 8. Donc, où sont les preuves? Alors déjà, j'ai vu ici que j'avais déjà eu des soucis de céphalée, mais est-ce que j'ai passé les examens pour vérifier si effectivement j'avais une tumeur? Non. D'accord. Est-ce que, par exemple, également, on peut avoir des maux de tête pour d'autres raisons? Par exemple, les gens qui ont besoin de changer de lunettes, je peux vous garantir qu'on peut attraper des maux de tête. Il peut y avoir aussi un problème de foie, où vous aurez aussi mal à la tête. Le fait aussi de mal dormir, par exemple, vous pouvez aussi avoir des maux de tête. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop de preuves. Et moi, je viens de vous donner, quelque part, les preuves du contraire. Vous n'êtes pas tout libre, on n'a pas passé de scan, donc, et il y a d'autres possibilités d'avoir un mal de tête que plutôt de dire, oui, voilà, c'est absolument sûr, j'ai une tumeur. Voilà donc, bon, c'est un exemple que j'ai donné, et voilà comment fonctionner. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a des fois, il y a une preuve. Alors quand il y a des preuves, voilà comment on s'en sort. En haut, en bleu, il y a une case où c'est marqué invariable. Alors je vais vous demander de refermer les yeux là, et je vais vous poser une question. À cette question, en fermant les yeux, vous allez vous donner, dans votre tête, une seule réponse. Tout secteur de vie confondu, social, familial, professionnel, etc. Quel serait, d'après vous, l'événement le plus dramatique, le plus catastrophique, le plus insupportable auquel vous pourriez être confronté? Vous réfléchissez, et dans votre tête, vous gardez cette info. Vous pourrez, si vous l'avez trouvé, rouvrir les yeux. Ce que vous venez de vous dire, vous le placez en haut, dans la case. Ce que vous venez de vous dire, c'est invariable. C'est la référence officielle. Cette référence officielle va valider 2 échelles. Une échelle qui concerne tout ce qui est d'ordre matériel et d'autre tout ce qui concerne les facteurs humains. Donc, quand il y aura une preuve, vous posez la question, en quoi c'est dramatique, catastrophique, insupportable, ou encore, en quoi ma vie en dépend? Rappelez-vous, là-haut, ce qui est invariable. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a souvent des solutions, c'est souvent là. Et quand il y a des facteurs humains, par exemple, vous allez au ski, vous tombez et vous avez une fracture du bassin, alors c'est pas très agréable, ça va monter là, mais quelle est la différence, par exemple, entre ce que je viens de vous dire et le fait de découvrir tout à fait par hasard la semaine d'après que votre fille est atteinte d'une leucémie orpheline? On n'est pas sur les mêmes facteurs. Donc, voilà comment gérer lorsqu'il y a une preuve. Et la majeure partie du temps, vous vous apercevrez qu'il n'y en a pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire que votre cerveau prend des raccourcis. Ok? Ma femme est quittée, donc je bois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ok? Donc, c'est ça les biais cognitifs. Et ces biais-là sont très dangereux. Donc voilà, rappelez-vous de ça parce que tout à l'heure je vais m'en resservir. Ça va? Vous suivez? Vous avez pris les notes parce qu'il y a l'interro. Alors, des fois, vous me dites, ouais, mais Alain, t'es marrant comme mec, mais tu nous fais plein de trucs là, mais on n'a pas les papiers avec nous quand ça nous arrive. Alors, quand on n'a pas les papiers, voilà ce qu'on fait. Vous voyez le mot peur là? Eh bien, vous vous rappelez de ça, et en fait, c'est un algorithme. Hein. P, c'est peur. Peur de quoi? Vous avez peur de quoi au juste?
Ensuite, le E, c'est vous écartez le réel de l'imaginaire. Okay, il y a la réalité, okay, et puis il y a ce que vous vous racontez. Okay, donc vous faites tout de suite la part des deux. Je crois que c'est Marc Aurèle qui disait ce qui dépend de nous, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. La réalité, on ne peut pas la maîtriser. Ensuite, le U, c'est l'ultimatum d'accepter le réel. Le R, c'est la réalité des conséquences, de façon à ne pas retourner en boucle. Donc, si vous vous rappelez un petit peu de ce mot, quand vous êtes confronté dans l'immédiat à la difficulté, vous appliquez ça, ça va tout de suite vous aider à dédramatiser. Vous suivez toujours, vous êtes admirable. Ok. Le QI et le QE. Alors ça, un autre truc là. Le quotient intellectuel ou intelligence rationnelle. Donc, je vais revenir. En fait, le quotient intellectuel n'est pas le seul agent responsable de la réussite humaine. Dans les années 1900, Alfred Binet, un pédagogue psycho, a passé beaucoup de temps à démontrer les idées reçues sur le QI. Okay, à savoir que le QI n'était pas responsable pour notre réussite professionnelle, matérielle, financière, sociale, conjugale, j'en passe et des meilleurs. Okay, et que, d'ailleurs, on l'a souvent croisé, des gens très instruits, inaptes au bonheur. Ou des gens, des bêtes à concours, qui étaient incapables de convertir leurs capacités sur un schéma social adapté. Ça. Okay. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le QI? Quotient émotionnel ou intelligence rationnelle. Cette intelligence se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée, c'est votre capacité d'abstraction, c'est le langage, les maths, etc. Et aussi, de l'autre côté, l'intelligence fluide. L'intelligence fluide, c'est la capacité qu'on a d'utiliser toutes nos connaissances pour nous adapter au monde extérieur et régler les problèmes. La première, le QI, l'intelligence cristallisée, pardon, peut évoluer, à condition que vous la travailliez, jusqu'à votre dernier jour de vie. Okay, en faisant quoi? Sudoku, les mots croisés, des échecs, etc., etc. La lecture. L'intelligence fluide est réfractaire à toute évolution après l'âge de 25 ans. Ça rassure tout le monde? D'accord. Alright. Or, nous sommes tous soumis au quotidien à nos émotions. En 1654, Spinoza, qui était un psycho hollandais, écrivait dans ses essais « L'homme est conduit par ses désirs et ses humeurs plus que par sa raison. » Quelque temps plus tard, notre Descartes passe derrière et dit « Mais non, il se gourre complètement, c'est l'inverse. » En fait, il a fallu attendre les années 2000 pour qu'Antonio Damasio, qui dirige l'Observatoire de neurosciences à UCLA à Los Angeles, mette tout le monde d'accord et prouve scientifiquement que quelque part, c'est le cerveau émotionnel qui prime sur tout le reste. Point barre. Donc, le QE, le quotient émotionnel, est né. C'était le fer de lance de Daniel Goleman, un journaliste qui lui était épris de ça, à savoir que le quotient émotionnel serait le garde-fou de toutes les pollutions cognitives, mais aussi toutes les pollutions du monde extérieur contre notre physiologie, notre psychologie. Ce qui veut dire que plus le QE est élevé, moins nous sommes enclins aux modifications physiologiques, c'est-à-dire notre respiration, les battements cardiaques et la production de cortisol qui est l'hormone du stress. Donc, c'est quoi le QE? Personne n'a posé la question. Heureusement que j'y pense. Faut que je trouve ce que c'est. Le QE, c'est la capacité que nous avons à repérer nos émotions et celles de notre interlocuteur. Ensuite, c'est la capacité rapidement à les comprendre. Capacité à les analyser très vite. Capacité à trouver une solution. Capacité à appliquer
la solution. Le tout dans un temps record. Donc, un QE très élevé, c'est un test de 42 situations, en fait. Hein. 42 situations. C'est le garant d'un bien-être dans les relations sociales, mais c'est le garant d'un bien-être avec soi-même. Hein. Donc, ça serait l'intelligence émotionnelle intime. Ensuite, c'est l'intelligence émotionnelle sociale, donc, quelque part, la bonne relation avec autrui, surtout dans le travail. Et l'intelligence émotionnelle existentielle, donc la propension vers le bien-être, vers le bonheur. Vous suivez toujours, hein? Je pense que je vais donner des bonnes notes ce soir. J'en suis où? Alors, ouais. Donc, je vais essayer de mettre en pratique ce que c'est que le QE. De toute façon, ce que vous rendiez compte au quotidien, comment on peut l'utiliser en fait. Yes, ça fonctionne bien. Ouais, le truc. Alors, si vous faites gaffe, là sur le côté, le mot c'est émacier. Ça, c'est un autre algorithme. Vous voyez, il n'y a pas de quoi en avoir peur. Ok. Résolution de problèmes relationnels. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un exemple pour aller, comme ça je vais gagner un peu de temps. L'événement. Alors, d'abord, je vais dire que voilà, je travaille avec un collègue que j'adore, mais sur mon jour de repos, le mercredi par exemple, il emprunte mes outils, mes affaires, et quand je reviens le jeudi, les outils ne sont plus à leur place et je passe un temps dingue à les retrouver avant de pouvoir me remettre au taf, quoi. Donc ça colle pas là. Donc comment il faudra que je lui dise quand même, et c'est le fils du patron, donc il faut que je fasse quand même gaffe. Je veux quand même. Voilà, alors d'abord c'est l'événement. Est-ce que la personne à laquelle je faisais allusion, est-ce qu'elle est bien connectée à l'événement? Vous avez remarqué que des fois on est en colère, et puis on rentre à la maison, et le gosse demande quelque chose, et là, whack, on va lâcher le chien. Le gosse, il est pour rien, lui. Et on jette, en fait, on projette sur la personne, qui n'est même pas connectée au système, notre émotion. Ça arrive souvent, hein, Mister. Donc, est-ce qu'il est bien connecté au truc? Oui, c'est bien lui qui pique mes outils. Alors, ensuite, c'est le moment. Attention au moment que vous allez choisir pour lui en parler. Ok? Ou la place. Si vous faites ça dans le couloir de métro, ça va être chaud. Ok. Alors, le moment. Ensuite, l'attitude. C'est la nôtre. Ok? Si vous lui rentrez dedans d'office, il va monter ses mécanismes de défense, il n'y aura pas de communication. Donc, attention à votre attitude, la nôtre. Ensuite, son comportement. Donc, on va lui faire part de son comportement. Donc, on va lui dire, tu sais combien j'apprécie de travailler avec toi, il n'y a pas de souci, je pense que tu es hyper compétent, j'aime bien ça. Mais, et là, on va lui faire prendre conscience du truc là, mais quand tu empruntes mes outils et puis tu ne les remets pas à sa place, voilà, et l'impact ensuite sur la situation, et que moi je passe du temps à les retrouver pour pouvoir me mettre au boulot, donc mes émotions, je le vis très mal en fait. Ok, je le vis pas bien, puis moi je vis ça comme en fait un manque de respect. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un petit peu ça quand même. Et comme je vais exprimer mes émotions, je finis par l'expectative, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que ça entretient une bonne relation de boulot, quoi? Je sais pas, t'en penses quoi? Voilà. Donc en fait, j'ai pas été agressif, j'ai dit ce que j'avais à dire, il peut pas nier qu'il pique mes trucs, et puis il ne peut pas nier mon émotion, ce que je ressens, il peut pas être à votre place, il n'y a déjà plus de place, vous y êtes. Right? Voilà la première chose. Ensuite, donc ça c'est un problème relationnel. Quelle heure il est? Vous avez soif? Non, ça va? Ok. Personne ne me je sais pas. Hein. Résolution de problème, alors c'est un problème perso. Résolution de problème perso. Vous définissez le problème et vous inventoriez toutes les solutions possibles et inimaginables. Ensuite, pour chaque solution, il y aura forcément des avantages, des inconvénients. Pour chaque solution, des conséquences, court, moyen, long terme, okay, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan personnel. Il y aura un investissement, ça peut être financier, temporel, j'ai tout écrit là, matériel, énergétique, émotionnel. Et là, vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure, il y a des solutions qui disparaissent. Et il va peut-être en rester une ou deux. À ce moment-là, vous prenez une décision. Et là, c'est la pédale au métal à fond, sans regret.
Et si au cours de la mise en place de votre décision, il y a un petit souci, hop, on reprend. Voilà comment on gère la problématique. Ok ? D'accord. Je ne vais pas vous faire peur, je sais qu'à la moitié, quoi. Je continue ou vous voulez prendre un coup ? Ça vous plaît ou ? Yes. Ok. Il faut maîtriser l'émotion, moi. Les chiffres, je n'ai pas certain. Ouais, moi, ça va. Alors, l'amalgame. J'ai reçu dans mon cabinet, durant toutes ces années, des gens en fait qui venaient d'univers différents, mais qui présentaient les mêmes symptômes. C'est-à-dire, la vie n'avait plus trop de sens, il n'y avait plus de niaque, il n'y avait plus de concentration, plus de motivation pour y aller. Et ces gens-là avaient des situations différentes. Il y en avait qui étaient en retraite, il y en avait qui étaient en divorce, il y en avait qui étaient en période de chômage, il y en avait d'autres qui étaient en maladie, etc. En fait, quand je creusais un peu le vernis et que je regardais ce qui se passait derrière, ces gens-là faisaient tous la même erreur. En fait, ils vivaient à travers soit le job qu'ils avaient, la place qu'ils occupaient dans la relation, et donc en fait, ils fusionnaient. Et quand on est dans la fusion, on est dans la confusion. Il n'y a même pas photo. Donc en fait, comment ça s'organise ? Il y a 3 facteurs. Il y a qui je suis, ce que je suis, ce que je fais. Qui je suis, c'est Michel, Christine, Kevin, Laetitia. L'être humain. La personne que votre conjointe connaît, les gosses connaissent, les amis proches connaissent. C'est toutes les personnes que vous connaissez avec lesquelles vous entretenez une relation sans qu'il y ait d'hypothèque professionnelle. Ensuite, il y a ce que je suis. L'identité socio-pro. L'artisan, le conducteur de bus, le pilote, etc., etc. Et donc, ce que je suis est connecté à ce que je fais. Le job, l'acte pro. Donc effectivement, on va s'adresser à vous pour vous parler de ce que vous faites. Et même, surtout, en particulier, quand vous n'êtes pas content. Donc la personne va vous dire, oui, tu comprends, voilà, ça va pas et tout. Mais il s'adresse à qui ? À ce que vous êtes, le pro. Okay ? Et il va faire des remarques sur ce que vous faites. Et quand on est dans le faire, on peut tout faire. Refaire, défaire, refaire. Bref. Donc, si les observations sont objectives, vous allez pouvoir agir. C'est fait. Vous voyez ? Mais le mec, là, l'être humain, il n'est même pas connecté là-dedans. L'être humain, c'est celui qui va rentrer à la maison, et quelque part, qui va retrouver sa famille. Alors, je vous donne un exemple concret. On peut être un père de famille exemplaire, un mari fabuleux. Je vois les femmes qui sourient, là. Mais on peut être totalement incompétent au travail. L'inverse existe aussi. J'en ai vu. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que je ne suis pas ce que je fais. Donc ici, un autre algorithme, il faut dissocier le rapport acte-personne. Sortir du droit. Alright? La pression. Je vais commencer par un exemple. Julien est un jeune cadre dynamique qui travaille depuis 10 ans dans la même entreprise et ce matin, il est tapé par la direction. Bonjour Julien, asseyez-vous. Café Julien, ça va ? Ouais. Voilà, alors on voulait vous voir en fait parce que, voilà, vous savez bien, on change de logiciel, il y a les algorithmes et tout ça. Et puis il y a effectivement la compétition et la concurrence. Ce qui fait que vos objectifs, Julien, on va les revoir un peu à la hausse, les chiffres. Et puis également, Julien, là, vos frais de route et puis vos rendez-vous au quotidien, on va les passer à la loupe. Et puis, au fait, Julien, avant de partir, l'entretien annuel qu'on a là, il va devenir mensuel. Ça, on pourra faire le point. Voilà, Julien, bonne journée. Donc, Julien, il sort du cabinet, il est comme s'il avait pris une droite, là. Il arrive chez son premier client,
Et le mec avec le sourire lui dit « Ah, compétition et concurrence oblige, il y aura des pénalités de retard. » Là, Julien va dépenser une énergie fabuleuse à essayer de convaincre ses collègues de plancher vite sur ses dossiers. Okay. Julien commence, lui, à ramener du travail le soir à la maison. Et puis, il commence à travailler le week-end, au détriment de sa vie de famille ou de sa vie perso. Ça, c'est la pression. Okay. Donc, en fait, on a la pression sur les épaules, on met la pression, on ne supporte plus la pression. C'est un terme assez à la mode. Mais en fait, mettre la pression, faire pression sur quelqu'un, c'est pour obtenir quelque chose. Donc, en fait, c'est un acte manipulatoire. Vous avez vu dans l'exemple de Julien, le mec qui met un peu la sauce pour faire que Julien bosse un peu plus. Donc, c'est pour obtenir des informations, pour obtenir un meilleur rendement, pour obtenir de l'argent, pour obtenir des aveux. On met la pression. Donc, c'est une emprise psychologique d'un individu sur l'autre. Okay. Mais ça peut être aussi l'effet d'un élément artificiel, comme je suis en train de traiter, qui fait que on va ressentir également la pression. Mais en ce qui concerne notre cerveau et les émotions, il n'y a aucune différence. C'est une réponse non sélective de notre organisme aux éléments. Donc, on va sentir cette pression. Ouais. Dans le monde de l'entreprise, la pression est tricéphale. C'est une sorte d'hydre angoissante, en fait. Il y a celle que le patron va mettre, il y a celle que le client met, vous avez vu avec Julien, mais il y a celle aussi que les collègues peuvent mettre. Par exemple, quand on est autour de cette fameuse table ovale, là, avec le brainstorming, où tout le monde est assis sur le bord de la chaise, là, bien propre sur eux, et où on attend chacun notre tour de prendre la parole. Quand il ne faut pas non plus voter pour qu'un élément ait lieu, et c'est votre vote qui va faire basculer à droite ou à gauche la décision. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Conformisme, entrepreneuriat, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non? Au risque de faire mal voir par le patron, la pression. Okay. Mais la pire, la pression, c'est celle qu'on se met tout seul. Celle qu'on se met tout seul, c'est une forme d'héritage intemporel devant des exigences sociétales au cours de l'évolution séculaire. Okay. Regardez le ménestrel. Le mec au Moyen-Âge, avec son luth, il crée une musique d'ambiance pour le Seigneur quand il avait des fêtes. Et puis, quelques temps plus tard, Louis XIV, le même ménestrel, reconnu dans son statut de musicien, devait performer devant un parterre d'oreilles beaucoup plus averti. Et là, il était déjà sujet à la critique, au jugement. Qu'en est-il aujourd'hui du monde intérieur de ce même ménestrel, équipé de son luth électrique quand il pénètre sur la scène du Stade de France, entouré de 80 000 personnes? La pression. Alors pourquoi on accepte la pression? On accepte la pression par peur de ne pas exister, par peur de déplaire, par peur de ne pas être à la hauteur. On accepte la pression par peur de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé. On accepte la pression par peur de la vie, peur du temps qui passe. On accepte la pression par peur d'être seul, par peur de la mort. L'homme a besoin de savoir d'où il vient, où il va, qu'il participe à l'évolution de quelque chose de plus grand que lui, mais surtout que quelqu'un soit témoin de son existence. Ça va? Bon. Sentez pas la pression. Alors, j'en suis où là? Ok. Je vais vous expliquer comment la pression en fait agit psychologiquement. Comment on la repère? Parce que ça, c'est un outil que vous allez acquérir qui va vous aider à gérer ça rapidement. La pression est éphémère. En fait, regardez dans le sport, on a l'entraînement, les matchs. Alors, c'est le président. Une pression. Quand vous voulez, mais... Garçon, une pression. Non, mais histoire de... Je finis la pression. Je finis la pression, je relève la mousse. Non, mais je vous les envoie. C'est le moment, mais... Regarde, c'est cool, c'est cool. Ok.
Je continue ou vous allez à la pression? On enlève la mousse. J'en étais où là? Alors oui, je voulais vous expliquer un peu le mécanisme psychologique, parce que quand on le comprend et qu'on peut agir dessus, on sait bien là gérer la pression. Alors je disais, dans le sport, il y a l'entraînement et il y a le match. Ok? Dans le monde, dans la musique, il y a la répète et puis le concert. Dans le boulot, il y a la formation et le job. On est d'accord? Lorsqu'on est à l'entraînement, lorsqu'on est en répète ou lorsqu'on est en formation, qu'est-ce qu'on fait? On est concentré sur soi. On apprend, on manipule l'instrument, on fait attention à ce que dit le coach, enfin, on est centré sur soi. Le jour de la compète, le jour du concert ou devant le client, c'est plus le moment. Il faut être concentré sur l'autre. Ok. Et donc, quand on subit la pression, hop, la bascule se fait à l'inverse. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous vous retrouvez à repenser à vous. Vous commencez à douter de ce que soit vous avez dit, ou ce que vous avez fait, ou vous commencez à douter. C'est ça, la bascule psychologique. Donc, la première chose qui est importante, c'est de repérer quand est-ce que ça se produit, immédiatement. Et vous allez vous apercevoir que en changeant de momentum, c'est-à-dire en vous reconcentrant sur l'autre, okay, vous arriverez à raccrocher. Mais il faut identifier à quel moment ça se passe et pourquoi. Okay. Et puis, vous vous rappelez tout à l'heure la fameuse grille, la situation, émotion, nanana, et puis peur, parce que quand on a la pression et qu'on subit la pression, on a peur. Logique. Donc si vous utilisez le mot peur, comme je l'avais écrit, ce court algorithme, vous allez vite vous en sortir. Voilà une des clés. Comprendre pourquoi elle se passe, comment elle se passe, comment j'agis. Oui. Ben, je vais vous laisser aller boire un coup. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que je continue ou je réponds à vos questions? Qu'est-ce que vous voulez? Je continue? Non, mais encore. Hein. Ok, alors j'en étais là, la pression. Et effectivement, il y a un monsieur qui m'a interpellé sur le fait que ça voulait dire ça, cette histoire à la tennis. Tennis, c'est donc un autre algorithme. C'est lorsqu'on subit la pression, en général, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'émotion qui prend le dessus. Donc il faut se dissocier de la situation, et le tennis, c'est tissu émotionnel néfaste, nécessaire, interposé, stratégique. Vous voulez que je vous le refasse? Play it again, Sam. All right. Ok. Tissu émotionnel. Jusque-là, pas de problème? Néfaste. Nécessaire. Interposé. Stratégique. Ok. Donc en fait, vous apercevrez que c'est toujours, c'est pas un être humain contre un être humain. Ok, c'est une stratégie contre une stratégie. Si vous êtes dans la vente, c'est une stratégie de vente contre un client qui lui n'a pas du tout saisi encore de quoi vous parlez. Et donc voilà, c'est pas un être humain contre un être humain. Donc dès que vous ressentez la pression et donc l'émotion, et la pression, c'est surtout la trouille, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de renverser la chaise. Ça va pas lui arriver. Ok. Ouais. Alors, la peur, pas de renverser la chaise, oui, la peur, quelque part, de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir le marché. Donc, si vous recentrez cette peur sur vous-même et que vous vous enfermez avec, c'est fini. Donc, il faut vous dissocier de ça. Donc, il est nécessaire d'interposer une stratégie. Revenir aux bases, faites simple. On revient aux bases. Et vous allez voir que, hop, vous ressortez du système en vous reconcentrant sur l'autre personne. Okay. Rappelez-vous, c'est pas l'entraînement, c'est le match. Et dans le match, on fait attention à l'adversaire, certainement pas à soi. Ok? Je passe à autre chose? Oui, parce que sinon ils vont dire. Alors, en général, vous avez compris. En général, quand il y a trop de pression, ben, on commence à douter.
En fait, si l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est l'homme, l'arme fatale numéro 1, c'est le doute. On commence à douter de nos capacités, de nos moyens. On commence à se dire ouais, je ne vais pas y arriver, quoi. On commence à voire même dévaloriser le projet ou se disqualifier. En fait, on anticipe l'échec. Okay. Dans le doute, ça marche comme ça. Mais le doute, je vais essayer de trouver un exemple. Voilà. Le doute, c'est comme le mal de dents. Là, vous m'écoutez, et d'un seul coup, à ce moment-là, pour que vous êtes bien assise, tranquille, hop, il y a une douleur aiguë là, qui vous monte juste dans la gencive. Et là, vous m'écoutez plus d'ailleurs, parce que vous dites, oh, c'est pas possible ça. Et cette douleur, elle persiste, et puis petit à petit, elle s'évanouit. Voilà, donc ça y est, cool. Donc vous vous rebranchez à ce que je dis. Et puis, quelques jours plus tard, alors que vous avez complètement oublié ce petit événement, hop, boum, la douleur revient. Okay. Et là, elle persiste, elle s'installe. Elle n'est pas facile, donc vous prenez un antalgique, donc vous agissez sur le symptôme, mais le mal, lui, il creuse, il avance. Et le doute, il fonctionne comme ça. Il pique, il creuse, il avance, il s'installe, il prédomine. Okay. Et à la moindre remarque de votre conjointe ou à la moindre remarque de votre collaborateur, la vitrine s'effondre. Ça, c'est le doute. Toutes nos cellules sont programmées pour survivre et elles tendent toutes vers le bien-être et le bonheur. On est tous équipés comme ça. Donc, à chaque fois qu'on sera confronté à un événement négatif qui va produire chez nous une émotion négative, la colère, la tristesse, la peur, l'angoisse, etc., la tendance va être de vouloir se soustraire à cette émotion. On va vouloir l'éviter. On n'a pas envie de ça, quand même, du tout. Okay. Donc, on va se satisfaire sur le court terme. J'ai sommeil, je dors, j'ai plus sommeil. J'ai peur, je fuis, j'ai plus peur. Ok ? Donc, à court terme, ça va fonctionner. Mais quand on va répéter ces comportements, okay, événement après événement, sur le long terme, on va payer la facture. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivera jamais à être affirmé. On ne sera jamais assertif. On n'aura jamais confiance en soi. Okay. Que ce soit un être humain, ou d'ailleurs, donc, comme je l'exposais tout à l'heure, que ce soit l'intelligence artificielle qui vous pousse et qui vous pousse à douter, l'effet est le même. Ok ? Donc, dans ce besoin de se soustraire à la douleur, je vais essayer de retrouver un autre. Ok. David est un jeune cadre qui vient d'être licencié et il doit annoncer à son épouse, Aude, son licenciement ce soir. David est quelqu'un un peu de réservé, un petit peu timide, et puis Aude est quelqu'un d'assez affirmé, qui a un fort caractère, et par moments, par ses comportements ou ses remarques, elle provoque un petit peu d'anxiété, d'angoisse chez son mari. Et donc, David a décidé de ne pas dire à Aude qu'il était licencié. Donc, il se soulage sur le long terme, il se dit, ouais, il évite, hop là. Mais il dort mal. Il dépense beaucoup d'énergie à essayer de composer avec Aude. Tous les matins, il se lève en même temps qu'Aude. Il prend sa voiture pour aller au travail. Il s'installe dans un bar avec ce que j'ai devant le nez là. Voilà, et il recherche des offres d'emploi. Et il se dit, croisons les doigts, si seulement je pouvais trouver un boulot d'ici la fin du mois, j'aurais juste à expliquer à Aude que ouais, le boulot, j'en avais un peu marre, donc j'avais postulé à une autre entreprise, et puis ça y est, j'ai eu un autre boulot. Mais qu'est-ce qui va se passer s'il ne trouve rien ? Ça, c'était la fuite. Et en fait, la meilleure défense, c'est le combat. David eût-il dit à Aude qu'il était licencié, il aurait été soulagé beaucoup plus dans l'immédiat. En plus, son épouse aurait fait preuve d'empathie, voyant son désarroi. Il aurait mieux dormi, il aurait beaucoup plus utilisé son énergie à trouver du boulot sans pression de composer avec son épouse. Okay.
Voilà le combat par rapport à la fuite. Et c'est toujours un dilemme chez nous. Soit on se dit, hein, j'ai pas envie de ça, et on contourne. Or que la raison voudrait que, quelque part, on s'y confronte. Alors, la gestion du doute est proportionnelle à notre résilience. La résilience, c'est la capacité qu'on a de transformer un élément négatif en quelque chose de constructif et de positif. Et c'est le temps qu'il nous faut. Par exemple, un boxeur qui ramasse une droite, le temps qu'il va mettre pour récupérer avant de prendre la gauche, ça va être très déterminant. Okay. Le chef d'entreprise qui, lui, est en grande difficulté avec son entreprise et qui doit faire rapidement un choix parce que l'autre est au téléphone, il va avoir très peu de temps pour prendre la décision. Okay. Le chirurgien coopère et d'un seul coup, il y a un twist. Le temps qu'il va mettre, lui, pour réagir, la vie du patient dépend. On est bien d'accord. La résilience, c'est ça. Et donc, en fait, la gestion du doute est proportionnelle à cette résilience. Pour ça, il faut faire un retour aux bases. Et il faut oser, avoir de l'audace, oser l'immersion. Par exemple, prendre des cours de langue pour essayer de parler la langue couramment. Projeter un voyage à l'autre bout du monde. S'inscrire à des cours de judo et passer les ceintures. Plus vous allez vous exposer, plus vous allez vérifier en fait que vous êtes capable. Commencez par les petites choses. Je ne vois pas l'inconvénient avant de vous lancer dans les grands trucs. Mais vous allez construire. Vous allez surtout construire en confiance en vous-même. Vous allez vous affirmer par rapport à vous-même. Et vous allez surtout répondre à une question. C'est que du plus profond de vos chromosomes, vous allez répondre à la question: qui suis-je? Et ça n'a pas de prix. Vous vous rappelez du mot peur? Ouais, c'est bien. Vous pouvez me dire ce que c'est, non? Perception, émotion, perception, il y en a qui trichent, ils ont le bouquin. ultimateur, il a copié. réalité. Ok. C'est aussi cet algorithme qu'il faut utiliser pour vous sortir tout de suite du doute. D'accord, de quoi il va se passer quoi? On n'entend plus rien. Alors, c'était l'ordinateur. Ground control. Voilà. Ça y est, je suis de retour. Ouais, voilà. Donc peur, oui, c'est ce qui va vous aider tout de suite, okay, à sortir du doute. En fait, vous avez la trouille de quoi? Il va se passer quoi? Votre vie en dépend là? Non. Ah, excusez-moi, c'est une autre glace. La vanille, chocolat. Ok. Alors maintenant. Échec. Échec et mat. Ok. Échec. Il vous est tous arrivé, comme à moi d'ailleurs, de vous retrouver dans des situations où ça n'a pas fonctionné. Vous vous retrouvez devant le mur et on ne peut pas le franchir. On a tous mis, à un moment donné dans notre existence, un genou à terre. L'échec, c'est pas de mettre le genou à terre. L'échec, c'est pas de se relever. Pareil. Okay. L'échec, en fait, c'est plein d'opportunités. C'est l'opportunité, d'abord, c'est de trouver des solutions, donc faire marcher 100 milliards, là, vous avez noté, de neurones qu'on a dans la tête. Mais aussi, c'est de se raccrocher à toutes les bouées, de prendre toutes les mains tendues. Voilà l'échec. Tous les grands de ce monde, avant de rentrer dans l'arène, adoptent tous la même démarche cognitive, la même posture. C'est-à-dire qu'ils savent tous qu'ils ne vont pas réussir à convaincre, qu'ils n'auront pas le marché, ils savent tous qu'ils ne peuvent pas tout gagner tout le temps, tout réussir tout le temps. Mais il y a une chose qu'ils savent, viscéralement, là, c'est le deuxième cerveau, là. Ils savent tous une chose, c'est qu'ils feront tout pour approcher l'impossible. Alors on n'a pas tous, je dirais, l'expertise de Christine Lagarde, ou de Bernard Arnault, de Charles Branson, de Xavier Niels, Elon Musk, etc., de Roger Federer, mais on peut tous adopter la même posture cognitive. C'est-à-dire essayer encore et essayer
toujours avec le plaisir. Comme si l'échec, en fait, était une continuité, il n'était pas possible. L'échec chez nous, en fait, a une connotation négative. Vous avez tous été comme moi à l'école. Okay. Et en fait, cette connotation négative, c'est la culpabilité, on a honte, on est montré du doigt, donc on se disqualifie, c'est le jugement, le regard de l'autre. Le regard de l'autre, c'est important, ça. Okay. Et dans ce fonctionnement, en fait, d'où il vient? Ça vient dans l'éducation d'abord parentale, quand on est tout petit. C'est les demandes parentales non satisfaites, c'est les notes à l'école ne sont pas forcément bonnes, c'est le sentiment de ne pas faire ce qu'il faut, ou alors c'est jamais assez. Comment ça, t'as 15, tu rigoles, tu aurais pu avoir 18. Voilà comment ça s'organise au niveau gosse. Ensuite, il y a l'arbitraire, les études. Et là, il y a des gens en prépa, par exemple, qui disent que quelque part, ils ont le sentiment de ne pas être jugés sur leur capacité, mais d'être jugés eux-mêmes. Un peu grave. Alors c'est là que revient le cerveau gauche, cerveau droit. C'est pas facile de nager à contre-courant. Cerveau gauche, c'est quoi? Il est rationnel, pragmatique, il est monotache, il gère tout ce qui est langage, tout ce qui est apprentissage et abstraction. Le cerveau droit, c'est tout ce qui est irrationnel. C'est une approche de synthèse. Il s'intéresse au temps biologique, à la prosodie, il s'intéresse au corps, il s'intéresse aux émotions, il s'intéresse à l'art, à l'évolution, à la créativité, à l'intuition. Il y a combien de matières là que je viens de citer qui sont prévues dans les programmes scolaires? Bien, vous avez tout compris. Okay, donc, or que dans les pays nordiques, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis, l'échec, en fait, c'est une référence. Plus vous prouvez que vous avez surmonté les échecs, meilleur vous êtes. En fait, pour eux, l'échec, c'est un état. Échouer tôt pour apprendre tôt. Un autre algorithme, ok. Plus vous échouez vite, plus vous échouez tôt, plus vous rebondissez. Les gens donc qui sont en Angleterre ou Norvège, eh bien, ils vont observer que vous avez surmonté les difficultés. Donc ça fait preuve de caractère, de détermination, de courage, de travail. Pas chez nous. Pas chez nous. Okay. C'est dommage. Ok. L'échec, en fait, c'est le tremplin du savoir, et c'est aussi une façon de nous rappeler à l'humilité par moment. Steve Jobs, Apple, il en a fait les frais un peu quand il s'est fait virer d'Apple, parce qu'il avait une tête qui passait plus la pièce. Ok. L'échec, c'est un peu... l'échec est constructeur. L'échec nous fait progresser en audace, mais progresser en résilience. La problématique entrepreneuriale en France est basée sur le fait que de faire des grandes études, c'est le garant de l'intelligence. Okay. Or, faire des études, c'est la capacité d'intégrer les informations et de les restituer. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a vu pour l'intelligence. Et l'intelligence fluide, c'est la capacité d'utiliser donc ces informations pour s'adapter au monde extérieur. Okay. Il y a ses besoins. Donc, l'intelligence qu'on a vue fluide, c'est la capacité donc d'utiliser ces informations. Comment le fait de faire des grandes études pourrait-il être le géniteur de force de caractère, d'audace, dont doivent faire preuve les chefs d'entreprise, les cadres, les libéraux, les indépendants, pour prendre des risques et prendre des décisions au quotidien. Un chef d'entreprise ou un libéral, un indépendant, c'est quoi? Un artisan, c'est quoi? C'est un mec qui saute d'une falaise, waouh, et qui construit son avion dans le chemin en descendant. C'est ni plus ni moins ça. Hein. Okay. Donc, il faut prendre des risques. C'est ça l'audace. Donc, accepter son insuffisance, c'est déjà une première chose. Accepter d'être en difficulté, accepter de ne pas être
toujours au top, mais ne jamais céder à la pression et à l'abandon. Réussir à échouer, c'est réussir. Vous avez entendu parler de James Dyson. Ok. Dyson a passé 15 ans de sa vie, toutes ses économies, il a vendu même sa maison, pour construire 5126 prototypes avant de pouvoir industrialiser l'aspirateur qu'on a dans nos placards. Ok. Cet aspirateur, Thomas Edison, sans lequel l'aspirateur ne fonctionnerait pas, quand il a vu finalement la lampe s'allumer, waouh, il s'est écrié « J'ai essayé plus de 11 000 solutions qui n'étaient pas la bonne ». Il n'a jamais baissé les bras. Toujours aller de l'avant, toujours cette notion de vouloir apprendre, de vouloir découvrir, de savoir. Toujours cette notion d'aller sur l'ouverture du monde. C'est le Dalai Lama qui disait le cerveau c'est comme un parachute, il fonctionne mieux quand il est ouvert. Tu veux quand même? Ok. Ok. Alors, pour finir, j'ai vu l'état, il faut savoir sortir votre épée du jeu. L'épée, c'est évoluer par l'exposition à l'erreur. Ok? Il n'y a pas de question. Ok. Je vais passer à autre chose. Alors, on va arriver dans les trucs voilà, qui vont vous donner un peu la pêche. Dans le sport mécanique, la Formule 1, la moto, ok. Les mécaniques elles-mêmes, mais aussi les pilotes, sont soumis à des conditions de performance extraordinaires. Déjà par la résistance à l'effort, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a aussi la météo, le design des pistes, la constitution du macadam. Il y a aussi la structure de la compète. Les 24 heures, il faut se les envoyer quand même. Il y a aussi les attentes du staff. Okay. Et puis la pression des autres pilotes qui, eux, ont tendance à vouloir passer aussi les premiers. Okay. Donc, quand vous ramenez la moto ou la Formule 1 après le dernier tour au stand, les mécanos et les ingés attrapent les informations digitales et vont travailler dessus pour améliorer la performance de la voiture pour la prochaine compétition. Normal. Okay. Et ce, compétition après compétition, mois après mois, saison après saison, et ce pendant toute une carrière. Le pilote, il récupère comment, lui? Qui va s'occuper de lui? Ok. Alors forcément, il va se reposer, il va dormir, il va récupérer, alimentation. Mais le mental, il récupère comment? Comment, nous tous, dans nos boulots respectifs, comment on fait pour pas s'adonner au roll-ball, quoi. On ne peut plus d'histoire là. Comment rester frais? Okay. Comment garder, pour reprendre l'expression de quelqu'un que vous connaissez bien, l'envie d'avoir envie? Voilà. Okay. Comment on fait? Okay. Alors là, il y a deux secteurs bien différents. Il y a une différence entre les bons et les meilleurs. En fait, les bons, ils font de leur vie, enfin de leur passion, pardon, de leur travail, toute leur vie. Donc si je projette ça sous forme de tarte, les 3/4 de la tarte, c'est le boulot, la passion. Et le dernier quart qui reste, c'est le soi, c'est le social, c'est la famille. Les meilleurs font quoi, eux? Ils ne font pas tout à fait pareil. Eux englobent leur travail ou leur passion dans leur vie. Donc la tarte, elle est divisée à peu près en 4 parties égales. Il y a le pro, il y a le social, le soi, il y a la famille. Okay, donc il y a une forme d'équilibre. Et pour ça, okay, le cerveau, pourquoi il s'est divisé en 4? C'est parce qu'il va pouvoir se tourner vers le monde extérieur. Apprendre, faire autre chose. Luc Caballo, je crois que c'est l'ailier droit de l'équipe de France de handball. Il est en train d'apprendre à jouer de la guitare. Okay. Nadal fait de la voile. Federer s'occupe d'associations humanitaires dans le monde entier. Okay. Donc ces gens-là prennent du temps, okay, pour faire autre chose, ça nourrit leur cerveau.
Est-ce que vous vous rappelez tout au début de notre réunion, je vous ai parlé des 100 milliards de neurones, nanana, ok, vous vous rappelez de ça? Et je vous ai parlé de la plasticité cérébrale. Ça veut dire que tous les jours, on perd des neurones et des synapses. Tous les jours, tout le monde. Mais notre cerveau est ainsi fait qu'il en recrée d'autres. C'est la neurogénèse et la synaptogénèse. Seulement, ces neurones et ces synapses vont séjourner dans notre cerveau pendant 6 jours. Et pour qu'ils survivent, il va falloir qu'ils soient employés dans les réseaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a 2 formules possibles. On se tourne vers quelque chose qu'on n'a jamais fait, donc on apprend à faire de la cuisine, par exemple. Voilà. On s'inscrit à un cours de yoga. On va apprendre le russe. Voilà. Et donc, ces neurones vont aller dans cette direction. Mais on peut également les utiliser dans une filière qu'on maîtrise déjà. Par exemple, vous êtes musicien, vous faites du jazz. Bah, le fait de faire du R&B ou d'aller sur du classique, les neurones sont utilisés. Voilà comment votre cerveau va récupérer. Voilà comment garder votre fraîcheur. Okay. Alors, au quotidien, ah, il faut que j'aille plus. Au quotidien, voilà, ah oui, vous dites, oui, tu comprends, mais comment je fais tous les jours? Vous êtes prêts? Bien dans sa tête, bien dans son corps, bon sur le terrain. Vous vous rappelez de ça? Alors ici, bien dans sa tête, si je prenais des activités pour la tête, alors il y a la lecture, le cinéma, le théâtre, faire de la musique. Alors, soit jouer d'un instrument, soit en écouter. Voilà, jouer au Scrabble, etc. De l'autre côté, bien dans son corps, bon, on fait du jogging, on fait du vélo, on fait de la natation, etc. etc. Ok ? Ça, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est la conscience de soi en harmonie. Ok ? Vous notez parce qu'après, il y a une interro, les mecs. Ok. Et, boum, tous les jours, vous rentrez à la maison avec ce genre de diagramme. C'est-à-dire les phénomènes anthropiques. C'est-à-dire c'est la pression du monde extérieur sur vous-même. Et là, vous rentrez à la maison, vous n'en pouvez plus, plein la tête. Okay. Comment on va faire pour gérer l'histoire? La clé, je vous la donne, il faut toujours agir sur le plateau ascendant. Donc quand vous rentrez, que là, ça ne va pas, vous chaussez les tennis, vous prenez le vélo, vous allez à la piscine, et à chaque tour de pédale, à chaque brasse, qu'est-ce que j'ai dit encore à chaque coup de raquette, ou peu importe, ok, vous allez vous apercevoir que la pression diminue, mais surtout, les ennuis restent derrière, là, derrière. Et en fait, avant d'y aller, vous vous placez sur une échelle de bien-être. Vous vous dites, ok, entre 1 et 7. 7, tout va mal, 1, tout va bien. Vous êtes à combien? Et puis après, quand vous revenez de votre petit tour avec vos baskets, vous vous remettez sur l'échelle de 1 à 7. Vous vous sentez comment? Vous verrez, la différence est énorme. Et donc, vous allez récupérer. Mais ça peut... Ça peut être de l'autre côté. Ça peut être de l'autre côté. Oui. Alors là, tout va bien. Mais là, ça va pas. Donc ici, tout va mal. C'est-à-dire qu'on peut être très crevé. Voilà, vous avez fait 3 déménagements dans la journée, etc., etc. Up to here. So, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On agit sur le plateau ascendant. Petit plateau repas, un bon bouquin, où vous regardez un film. Vous faites, si vous faites de la musique, vous allez jouer du piano, et obligatoirement, vous allez vous rendre compte que la pression également va redescendre. Vous allez le lendemain vous retrouver reposé, le cerveau est prêt à refonctionner, et 1 + 1 = 1, c'est-à-dire que tête et corps ne font qu'un. Il n'y a pas de dissociation possible. Si ça va mieux dans votre tête, vous irez mieux dans votre corps. Ok. Alors oui, j'avais oublié, je ne sais pas revenir en arrière. C'était marqué idéal ici. Ok. Idéal, c'est quoi? Idéal, qu'est-ce que j'ai fait avec idéal? Inventer demain en alimentant l'esprit. Idéal, inventer demain, idée, ID, en alimentant l'esprit. Voilà l'algorithme idéal.
Je vais finir par ça, le rêve. Alors c'est super parce qu'au moins on finit par quelque chose de super bien. Même s'il est loin. Ok. Avant ça, j'ai un petit secret pour vous. Je vous explique ça. Le secret, c'est se créer pour apprendre à créer et créer pour être libre de se créer. Je vous le refais. Vous prenez les notes. Hein? J'ai le nom de ceux qui suivent pas. Donc, c'est se créer pour apprendre à créer et créer pour être libre de se créer. En fait, c'est Sartre qui disait ça, je crois. Il disait l'homme est condamné à être libre. Il avait raison. On est libre, en fait. On n'est pas condamné à vivre toujours au même endroit, à la même maison. On n'est pas condamné à faire le même boulot jusqu'au crépuscule de notre vie professionnelle. On n'est pas condamné à tout le temps avoir les mêmes amis, avoir tout le temps les mêmes personnes, habiter toujours la même région, habiter tout le temps dans l'Hexagone. Non, on est libre. Nous tous dans la salle, on vient tous d'horizons différents. Mais on a tous une personnalité, un caractère, un tempérament, une émotivité, une affectivité, un génome, ADN, une culture familiale, une culture intellectuelle, une culture pro, qui fait de nous tout ça, des êtres uniques. L'unicité de l'être, l'ipséité, c'est tout ce qui nous constitue. Okay, il y a une photocopie de personne nulle part. On est plus de 7 milliards sur la planète, il n'y a pas de photocopie. On est tous des prototypes. La première connerie qu'on fait, c'est qu'on se compare. Ah, t'as vu machin, machin. Donc c'est la première chose à ne pas faire, se comparer aux autres. Puisqu'on est unique, à quoi ça sert? On ne va pas comparer une Rolls, deux chevaux, il y a 4 roues, ok, il y a un volant, mais c'est pas du tout la même chose. Okay. Ça, c'est la première chose. Alors je vais vous poser une question, avant que je puisse avancer là-dessus. Quels sont ceux qui ont réalisé tous leurs rêves? Levez la main. Ah ouais, d'accord. Quels sont ceux qui en ont réalisé une partie? Ah, ouais, vous m'avez fait vachement peur. Quels sont ceux qui ont abandonné leurs rêves? Ok. Je peux vous demander pourquoi? La peur de réussir. Hein. Okay. En fait, il faut avoir une vision cosmique de nos rêves, de façon à pouvoir les suivre sans les perdre de vue. Okay. Un rêve sans structure, ça reste qu'un rêve. Un rêve a besoin d'un plan, d'une structure bien déterminée. Okay. Un rêve sans plan, c'est qu'un rêve. Un plan sans l'acte qui va suivre, c'est qu'un projet. Donc, on en arrive là. Le rêve, c'est votre vie. Ça doit être d'abord votre projet, pas celui du copain, ni de votre époux, ni des gosses, ni de vos meilleurs amis, ni de votre boss. C'est votre vie, your life. Okay. Et donc le L, c'est quoi? La lucidité. Ça veut dire votre projet, est-ce qu'il est rationnellement réalisable? Si à 30 ans, vous êtes artisan plombier et que vous voulez être pilote de chasse, ça risque d'être un peu difficile. L'inverse sera beaucoup plus facile. Okay. Donc, la lucidité, est-ce que le projet n'est pas disproportionné? Est-ce qu'il vous correspond bien? Ensuite, le I, c'est l'instrumentalité. Ça veut dire, pour réaliser ce projet, ce rêve, vous avez quoi? Il vous manque quoi? Et comment vous allez faire pour obtenir ce qui vous manque? Où est-ce que vous allez le chercher? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que vous avez besoin d'aide ou pas? Et combien de temps ça va prendre? Le F, c'est la fonctionnalité. C'est-à-dire ce projet, comment il va s'inscrire dans votre vie. Comment il va s'inscrire dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie familiale. Comment vos enfants vont réagir si vous devez, par exemple, voyager. D'un seul coup, vous n'êtes plus à la maison tous les soirs. Comment votre épouse va vivre? Okay. Comment va-t-il s'inscrire à court, moyen et long terme, ce rêve?
Ensuite, le E, c'est l'expectative. En répondant à cette question-là, au plus profond de vous-même, vous attendez quoi exactement de ce rêve? Voilà pour le rêve. Alors, j'ai une petite nouvelle, j'ai fini. Donc, je vais pouvoir répondre à vos questions si vous le désirez. Merci. J'ai des émotions. Merci. Bonsoir. Une seule question, j'ignore si ça a à voir avec le sujet que vous avez abordé. Est-ce que l'EHS, enfin, l'électro-hypersensibilité, est étudiée dans le cadre des neurosciences? Oui, c'est le cas. Aux États-Unis, d'ailleurs, c'est la personne dont j'ai mentionné le nom, Antonio Damasio, qui est le directeur de tout ce qui est neuro quelque chose aux États-Unis, est considéré à l'heure actuelle comme le numéro 1 mondial dans le domaine. Lui s'occupe aussi de cet élément. En France, ça n'existe pas. Non. Les States, ouais, les États-Unis. Canada également. D'autres questions? Levez la main, comme ça il va pouvoir passer le micro. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander si vous pouviez me redonner la définition de l'EMDR, s'il vous plaît. Alors, le MDR, en fait, c'est un outil thérapeutique qui fait partie des neurosciences et qui est appliqué par les psychos, mais c'est plus neuro, c'est-à-dire que c'est une thérapie qui est syncrétique. Elle englobe un peu de psychanalyse, mais surtout les TCC, c'est-à-dire thérapie cognitive comportementale. Il y a un petit bout d'hypnose là-dedans. Okay. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le MDR? Vous voulez que j'explique ou... Ouais. Voilà. Lorsque vous traitez une information, l'information pénètre dans votre cerveau par le cerveau droit. Au cours du sommeil paradoxal, c'est-à-dire les périodes où on rêve la nuit, le cerveau travaille et ce qu'il fait, c'est qu'il transfère l'information du cerveau droit au cerveau gauche, où là, vous avez bien vu, il y a les réseaux de mémoire, etc. Lorsque l'information constitue une forme d'agression, peu importe la nature de l'agression, le cerveau refusera de traiter l'info. Et ça reste donc sur un site que j'ai expliqué tout à l'heure, qui s'appelle la mémoire implicite, okay. Et cette notion de choc restera présente tant qu'on n'aura pas fait le nécessaire pour la bouger. Donc le MDR, en fait, c'est le seul outil qui permet de transférer l'information du cerveau droit au cerveau gauche. Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va vous dissocier de l'émotion. Votre cerveau se rappellera que vous avez été agressé dans la rue à tel endroit par 3 mecs. Okay. Mais quand on va mettre la clé et qu'on tourne, il n'y aura plus d'émotion au bout. Donc j'ai beaucoup travaillé avec le MDR, y compris Carquefou. Et l'avantage, c'est que les gens qui ont subi un trauma, peu importe la nature, et qui ont travaillé en EMDR, peuvent revivre normalement. Okay, j'ai traité beaucoup de choses, en particulier, et là je parle aux femmes, beaucoup d'agressions sexuelles, et elles arrivent, ces personnes, à retrouver une sexualité, entre guillemets, normale. Okay. Elles sont dissociées émotionnellement de l'agression. Voilà ce qu'est le MDR. C'est tout? C'est bon? Une autre question? Je vous remercie d'être venus. On va pouvoir se séparer. J'ai apprécié de vous avoir en tant que témoin. J'ai essayé de vous passer un message. J'espère que vous allez en profiter. Et puis peut-être un jour nous nous reverrons. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir.
deux.